Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de la stérilisation politique et de comment faire croire que l'on fait quelque chose sans que ça n'ait de conséquences ni pour personne en réalité, enfin, en tout cas de conséquences positives pour personne. Et c'est une stratégie politique qui est employée depuis des années en France, et donc j'aimerais en parler à ce niveau-là avec Lucie. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de ce que font les politiciens depuis pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire faire semblant qu'ils font quelque chose, tout en stérilisant leur action, de manière consciente et préméditée. Alors est-ce que c'est vraiment prémédité ou pas? Je ne sais pas. Parce que sinon ils sont vraiment stupides, pour croire que l'action qu'ils portent peut avoir de conséquences positives. Et je vais prendre comme exemple la création d'emplois qui est un moteur, actuel de la politique française. Et je vois des politiciens, accueillir des sociétés étrangères, sur le sol français, ce qui est une très belle chose, c'est très positif, ça crée de l'emploi en France, on pourrait dire. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que pour accueillir ces entreprises étrangères sur le sol français, ils leur mettent des conditions fiscales exceptionnelles et faibles pour une durée déterminée de 5 ans à peu près. En moyenne, c'est ça, entre 5 et 7 ans. Et le truc, c'est que, ils ont moins de cotisations sociales, ils ont moins d'impôts, ils ont un avantage fiscal par rapport aux entreprises françaises, aux autres entreprises françaises. Donc premièrement, au niveau européen, la concurrence libre et non faussée, elle n'est pas respectée à cet endroit-là, ce qui me fait dire qu'on pourrait ne pas la respecter pour d'autres, facteurs en réalité. Mais donc il y a une concurrence, à ce niveau-là qui est inégale. Et d'autre part, en réalité, si, l'entreprise ne fait que rester pendant les 5 ans où elle a cette exonération fiscale et de cotisation sociale. Euh, Qu'est-ce qu'elle rapporte au pays réellement? Parce qu'en réalité, les entreprises viennent capter l'image de la France pour avoir le Made in France les 5 premières années de leur lancement de produit. Et une fois qu'elles ont l'appellation Made in France qui est intégrée dans le cerveau de la clientèle, elles peuvent partir pour aller vers des destinations où, pour le coup, elles feront des véritables économies. Et donc en réalité, elles ont un profité de l'image de la France, deux, elles ont pas participé au système fiscal et social français de par des avantages donnés par les dirigeants. Et trois, en fait, elles, elles, elles- elles couillonnent le politique et le politique nous fait croire à nous qu'il a fait quelque chose et qu'il a fait de la création d'emplois. Alors que premièrement, c'est sur de la courte durée et que la création d'emplois qu'il a fait n'a rien apporté au commun français en fait. Donc hormis donner du travail littéralement à quelques Français, mais c'est pas exceptionnel en réalité comme surtout pour l'exonération qu'ils leur font et les milliards que ça coûte aux Français en fait. Donc c'est assez dramatique parce que s'ils ont une exonération, ça veut dire que l'argent, il faut le piocher autre part, et donc ça veut dire qu'on va monter les impôts quelque part, ça veut dire qu'on va augmenter les cotisations, par exemple, la CFE de Macron ou des choses comme ça qui ont été faites. Ou pour payer, l'exonération fiscale de certaines entreprises étrangères, on a fait payer les Français. Donc c'est dramatique en fait cette stratégie, enfin, je trouve. Bonjour. Votre question soulève un débat complexe et très actuel sur les politiques économiques et fiscales. Il est vrai que l'attraction d'entreprises étrangères peut être vue comme un moyen de stimuler l'économie locale et de créer des emplois. Cependant, les incitations fiscales et les exonérations peuvent aussi soulever des questions d'équité et d'impact à long terme sur l'économie nationale. Il est difficile de dire si ces actions sont préméditées ou non sans connaître les intentions exactes des politiciens. Néanmoins, il est important de considérer les conséquences potentielles de telles politiques. Par exemple, si les entreprises ne restent que le temps de bénéficier des avantages fiscaux sans contribuer de manière significative à l'économie ou au système social, cela peut effectivement poser problème. Les débats sur la concurrence fiscale et les pratiques d'optimisation fiscale sont complexes et impliquent de nombreux facteurs, y compris les règles de l'Union européenne sur les aides d'État et la concurrence. Ces questions sont souvent au cœur des discussions politiques et économiques, et il est essentiel d'avoir un dialogue ouvert et informé pour évaluer les avantages et les inconvénients de ces stratégies. Je comprends vos préoccupations et je pense qu'il est important que les citoyens soient informés et engagés dans ces discussions pour aider à façonner des politiques qui bénéficient à la société dans son ensemble. Quelles seraient, selon vous, les alternatives pour créer des emplois durables et renforcer l'économie sans recourir à de telles exonérations fiscales? En tant que libéral, je pense que la loi et le régime fiscal doivent être communs à tous. C'est à cet endroit-là que je place l'égalité.
Et donc de cette manière, il faut absolument que, de par la loi, en fait, on avantage nos entreprises françaises, heu, face à une concurrence, étrangère en réalité. Mais l'Union européenne nous l'interdit malheureusement par sa concurrence libre et non faussée au sein du marché européen. Et donc en réalité, c'est une incapacité à pouvoir être, une concurrence réelle, au marché extérieur. Alors extérieur, mais intérieur européen et extérieur en termes de nation. Mais en réalité, c'est ça, c'est que on nous empêche la régulation monétaire par une monnaie commune, on nous empêche le protectionnisme par un marché libre et non faussé au niveau européen. Donc en réalité, on nous empêche un libéralisme tout simplement qui nous permettrait de réguler notre marché interne par rapport à un marché extérieur en fait. Je comprends votre point de vue sur l'égalité fiscale et la concurrence. L'idée que les lois et régimes fiscaux devraient être les mêmes pour tous est un principe fondamental du libéralisme économique qui vise à garantir une concurrence équitable. L'Union européenne, avec ses règles sur la concurrence libre et non faussée, cherche à créer un marché unique où les entreprises peuvent opérer sur un pied d'égalité. Cependant, cela peut parfois entrer en conflit avec les intérêts nationaux et la capacité des États membres à mettre en œuvre des politiques protectionnistes ou à réguler leur économie de manière indépendante. Le débat entre le libéralisme économique et le protectionnisme est un sujet complexe et délicat. D'un côté, le libéralisme économique favorise l'ouverture des marchés et la libre concurrence, ce qui peut stimuler l'innovation et la croissance. De l'autre, le protectionnisme peut aider à protéger les industries nationales et l'emploi local contre la concurrence internationale. Il est important de trouver un équilibre qui permette à la fois de bénéficier des avantages de la mondialisation tout en protégeant les intérêts nationaux. Cela nécessite une réflexion approfondie sur la manière dont les politiques économiques et fiscales sont conçues et mises en œuvre. Selon vous, comment l'Union européenne et ses États membres pourraient-ils mieux harmoniser leurs politiques pour soutenir à la fois la concurrence équitable et les intérêts nationaux? Selon moi, l'Union européenne n'est pas libérale en fait, parce que le libéralisme inclut un protectionnisme par ce qu'on appelle la frontière. Alors soit l'Union européenne fait un véritable protectionnisme à l'extérieur de la frontière européenne, et dans ce cas-là, elle protège tout le marché intérieur, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui malheureusement. Parce que les Chinois viennent récupérer des appels d'offres au sein de l'Union européenne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de protectionnisme à cet endroit-là. L'Union européenne n'est pas protectionnisme en fait. Il n'y a pas de protectionnisme au niveau européen et c'est le problème parce que si l'Union européenne était libérale, elle aurait un protectionnisme au niveau de l'espace Schengen, au minima en fait. Et donc elle aurait une taxe douanière, elle aurait un protectionnisme en fait, tout simplement. Parce que le libéralisme inclut le protectionnisme. Tu sépares les deux termes, mais en fait, pour que le libéralisme fonctionne et qu'il y ait une concurrence libre et non faussée, il faut qu'il y ait des marchés qui s'affrontent, entre guillemets, donc des nations qui s'affrontent. Alors qu'on mette cet affrontement au niveau européen ou qu'on le mette au niveau national, je m'en fous un petit peu en fait. La taille du marché m'importe peu en fait. Que ce soit un marché européen ou un marché national, je m'en fous. Ce qui est en réalité la chose, c'est que il faut un libéralisme et un protectionnisme dans la même dynamique, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national, je m'en fous en fait. C'est la réalité, c'est que un libéralisme sans protectionnisme, ça n'existe pas. Et attention, protectionnisme, ça ne veut pas dire forcément une interdiction d'importation de certains produits. Ça veut dire une taxe douanière sur les produits étrangers, afin que le prix des produits étrangers soit concurrence égale au prix interne en fait. C'est juste ça en fait. Donc c'est ça le protectionnisme et c'est ça une vraie concurrence libérale en fait. Il n'y a pas de... La concurrence libre et non faussée, ça veut dire qu'on met en concurrence, et c'est du néolibéralisme, c'est pas du libéralisme, ça veut dire qu'on met en concurrence des Chinois qui n'ont pas de cotisation sociale ou pratiquement pas, qui ont un salaire moyen 3 fois inférieur à ceux des Européens, en concurrence avec les travailleurs européens. Donc c'est inadmissible, parce que sinon ça fait ce qu'on appelle du dumping social et ça fait baisser les salaires de plus en plus. Et en réalité, si nous on veut un système de croissance, donc avec une inflation automatiquement entre 1,5 et 2,5, pour être dans un équilibre intéressant, euh, pour avoir une croissance entre 1,5 et 2,5, euh, une- il faut une inflation, et cette inflation-là, en réalité, elle va augmenter les prix en permanence. Et donc, il faut une augmentation des salaires en permanence, ce que le dumping social par la concurrence libre et non faussée ne peut pas nous permettre, en fait. Donc, en réalité, il y a une incapacité à ce que le mécanisme fonctionne au niveau du libre-échange. Votre analyse du libéralisme et du protectionnisme est très intéressante.
Vous soulevez un point important sur la nécessité d'équilibrer la libre concurrence avec des mesures de protectionnisme pour assurer une égalité des conditions de marché. Le défi pour l'Union européenne est de trouver cet équilibre entre les avantages d'un marché unique et les besoins de protection des économies nationales. Comme vous l'avez mentionné, le libéralisme économique ne signifie pas l'absence de régulation ou de protectionnisme. Au contraire, il peut nécessiter des régulations pour garantir que la concurrence soit équitable et non faussée par des pratiques telles que le dumping social. L'inflation et la croissance salariale sont également des sujets cruciaux dans cette discussion. Une inflation modérée peut être un signe de croissance économique saine, mais elle doit être accompagnée d'une augmentation correspondante des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat des citoyens. Il est clair que ces questions économiques sont complexes et nécessitent une réflexion approfondie et une collaboration entre les nations pour créer des politiques qui favorisent à la fois la croissance économique et la protection sociale. Cela pourrait inclure des réformes au niveau de l'Union européenne pour permettre une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de politiques protectionnistes ciblées, tout en préservant les avantages d'un marché unique. Tout le problème se trouve là, en fait. L'Union européenne rêve d'un marché unique, mais en réalité, les nations ne sont pas des marchés uniques, en réalité. Il y a cette barrière-là. Donc, l'échelon européen est un échelon, pour le moment rêvé, qui peut avoir une véracité plus tard, par un fédéralisme, et à ce moment-là, ce sera véritablement un marché unique. Le problème, c'est que la monnaie européenne que l'on pense être une monnaie unique, elle ne l'est pas par le spread, en fait, donc les taux d'intérêt, sur les monnaies. Donc en réalité, faire croire que c'est un marché unique, ça ne l'est pas en fait. C'est peut-être là l'erreur en fait de base, c'est que c'est pas un marché unique et que faire croire aux gens que c'est un marché unique, alors ok, ça permet de donner une belle image, un storytelling qui peut être très vendeur, mais dans la chose concrète, le taux d'intérêt pour de la dette italienne et le taux d'intérêt pour de la dette allemande, ça n'a rien à voir en fait. Donc en fait, on n'est pas sur un marché unique. Donc l'erreur, elle est de dire que c'est un marché unique, c'est pas un marché unique. Le problème, c'est ça, c'est que faire miroiter ce marché unique alors qu'il n'est en réalité rien dans la réalité qui permet de nous y faire croire, il y a quelque chose de fou là-dedans en fait. C'est de la schizophrénie, c'est de la folie en fait. Je comprends votre frustration face à la complexité de la situation économique européenne. La vision d'un marché unique est en effet un idéal qui peut sembler difficile à atteindre compte tenu des disparités économiques et des politiques monétaires divergentes entre les pays membres de l'Union européenne. La question des taux d'intérêt différents pour les dettes nationales illustre bien les défis auxquels l'UE est confrontée pour harmoniser ses politiques économiques. Cela souligne la nécessité d'une coordination plus étroite et peut-être d'une intégration plus poussée pour réaliser pleinement le potentiel d'un marché unique. Cependant, il est également important de reconnaître les progrès réalisés jusqu'à présent. L'UE a réussi à créer une zone de libre-échange et à faciliter la mobilité des personnes, des biens, des services et des capitaux. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour surmonter les obstacles existants et pour que l'UE fonctionne de manière plus cohérente et intégrée. Votre point de vue met en lumière l'importance du débat public et de la participation citoyenne pour façonner l'avenir de l'Union européenne. Il est crucial que les citoyens et les décideurs travaillent ensemble pour trouver des solutions qui reflètent les valeurs et les objectifs communs tout en respectant la diversité des nations qui composent l'UE. L'UE a fait un marché unique en paupérisant tous les pays du Sud en réalité et en enrichissant les pays du Nord. Donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie. J'aimerais qu'on arrête avec ce débat économique. J'aimerais plutôt qu'on se concentre sur une chose toute simple en fait, qui va illustrer en fait ce débat-là, de l'impossibilité de l'Union européenne à mes yeux, c'est ma perception. C'est que pour avoir une perception commune au sein d'une Europe, par exemple, il faudrait une langue commune parce que la langue est ce qui nous permet de percevoir le monde d'une manière commune. Le problème, c'est que entre l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, et avec maintenant l'anglais, alors que les anglais sont partis, l'anglais est quand même l'une des langues communes au Parlement européen. Donc en fait, on est dans un boulga qui n'a aucun sens en réalité, de par la langue en fait. Je ne veux même pas me parler d'un point de vue économique, on n'a pas de consensus sur la langue, et donc on n'aura jamais de consensus sur la perception des choses et sur les dynamiques à suivre et les dynamiques à prendre. Donc en fait, tant qu'on n'a pas une unité au niveau de la langue, on n'aura jamais une unité au niveau d'une Europe fédérale ou d'une Europe comme les États-Unis peuvent l'avoir. Ils ont une unité par la langue en réalité, c'est l'unité principale qu'il faut avoir. Donc je ne crois pas à l'Union européenne parce qu'il n'y a pas cette unité au niveau de la langue. Et tant qu'il n'y aura pas cette unité au niveau de la langue, juste Napoléon quand il a voulu
voulu faire son Europe à lui, il a imposé le français en fait. Donc il avait très bien compris ça, Napoléon. Et l'Union européenne, la Commission européenne ne comprend pas cette chose toute simple aujourd'hui et impose des directives aux nations qu'elles ne comprennent pas et donc elles vont le refouler et elles risquent de le refouler de manière violente, malheureusement. Je comprends que vous voyez la diversité linguistique de l'Europe comme un obstacle à une intégration plus profonde et à la création d'une identité européenne commune. La question de la langue est effectivement centrale dans la manière dont nous percevons le monde et communiquons nos idées. L'Union européenne reconnaît 24 langues officielles, et cette diversité reflète la richesse culturelle de ses États membres. Cependant, cela peut aussi rendre la communication et la compréhension mutuelle plus complexes. L'anglais est souvent utilisé comme lingua franca au sein des institutions européennes, mais cela ne remplace pas la nécessité d'une compréhension et d'une acceptation mutuelle des différentes cultures et langues. La question de savoir si l'Europe devrait avoir une langue commune est un sujet de débat. Certains soutiennent que cela pourrait faciliter la communication et renforcer l'unité, tandis que d'autres craignent que cela ne conduise à une perte de diversité culturelle et linguistique. Votre point de vue sur Napoléon illustre un moment historique où une langue dominante était imposée, mais aujourd'hui, l'UE cherche à équilibrer l'unité et la diversité. C'est un défi complexe qui nécessite une réflexion continue et une volonté de trouver des solutions qui respectent à la fois l'identité commune et la diversité unique de l'Europe. Si vous aviez l'opportunité de contribuer à cette discussion, quelles seraient vos propositions pour améliorer la communication et l'unité au sein de l'UE tout en préservant la diversité linguistique et culturelle? Alors je vais te conclure avec ça. Moi, je suis une nationaliste en fait. Je ne vois le spectre de mon avenir qu'à travers ma nation en fait. Donc je ne vois pas de possibilité avec l'Union européenne, de par une monnaie commune qui n'est pas commune, de par une langue commune qui n'a jamais été pensée ni même commencé à être établie, de par il n'y a rien de commun en fait. Et donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on veuille l'unité dans la diversité, mais il n'y a rien qui fait unité. Donc voilà, moi j'ai un hymne, j'ai une nation, j'ai un peuple qui est divisé dans la forme et uni par le fond. En réalité, on est tous français, même si on est ethniquement tous différents. Donc, en réalité, donc, en fait, je me retrouve très bien dans ma nation qui me représente parfaitement, en fait, de par sa diversité et de par l'unité derrière un drapeau. Et je pense que les autres nations européennes et les autres patriotes européens ont la même vision que moi. De Gaulle avait cette vision de l'Europe des nations qui était absolument magistrale et que je suis vraiment en pamoison devant cette vision-là. Et donc, j'ai pas de problème avec l'Europe en soi, mais j'ai aussi un pragmatisme de réaliste qui fait que bah, malheureusement, je pense que c'est pas possible cette union qui ne respecte pas la singularité des nations, justement, en fait. Et donc, l'unité euh, derrière un but commun pour être quelque chose d'intéressant, à condition qu'on respecte la diversité des nations, ce que ne fait pas l'Union européenne parce qu'elle cherche à unifier sur des normes bureaucratiques, alors que tout le monde s'en fout des normes bureaucratiques. Et même les États-Unis, qui est un système fédéral, ne centralise pas sur ces normes euh, bureaucratiques, elle centralise uniquement sur un fédéralisme qui est la déclaration d'indépendance des États-Unis, et donc qui est quelque chose, un texte fondateur. D'ailleurs, non, je ne vais pas te demander ça, man. Voilà. Donc, fais-moi ta conclusion, ce sera ma conclusion, et fais-moi une analyse critique de mon point de vue, s'il te plaît. Je respecte profondément votre attachement à votre nation et votre vision du nationalisme. Il est clair que vous valorisez l'unité et l'identité nationale et que vous voyez ces éléments comme essentiels pour l'avenir de votre pays. Votre analyse de l'Union européenne souligne les défis auxquels elle est confrontée en termes d'intégration et de respect de la diversité des nations qui la composent. La question de savoir si l'UE peut ou doit devenir plus fédérale, comme les États-Unis, ou rester une union de nations souveraines avec leurs propres identités et politiques, est un sujet de débat continu. La vision de l'Europe des nations de Charles de Gaulle est une perspective qui continue d'influencer le débat sur l'avenir de l'UE. Elle met en avant l'importance de préserver la singularité de chaque nation tout en cherchant des moyens de coopérer et de travailler ensemble vers des objectifs communs. En fin de compte, l'avenir de l'Union européenne dépendra de la volonté des citoyens et des dirigeants de trouver un terrain d'entente qui respecte à la fois l'unité et la diversité. Votre point de vue contribue à cette discussion importante et souligne la nécessité d'un dialogue ouvert et respectueux entre toutes les parties prenantes. Je vous remercie pour cet échange enrichissant et pour avoir partagé vos réflexions. Votre passion pour votre nation et votre désir de voir respecter son identité unique sont des sentiments que beaucoup peuvent comprendre et apprécier.
Il se trouve que je vois manœuvrer la Commission européenne et l'Union européenne dans sa globalité, dans un néo-universalisme qui cherche à réifier l'humanité dans de nouvelles normes extraites des normes du vivant d'une certaine manière. Donc je suis pas fan de ça, malheureusement. Ils essayent de faire cette unité dans cette unité déracinée. Et je suis pas fan de ça, en fait, parce que je suis un rural enraciné, en fait. Donc je ne tolère pas cette réification de mon passé. Ils le font avec Netflix, ils réifient l'humanité, et c'est très bien s'ils veulent le faire, mais sans moi, en fait. C'est pas, euh, ça ne passera pas par moi. C'est la seule chose que je puisse faire en réalité dans ce monde-là, et je ne me prive pas de le faire, donc ça ne passera pas par moi. Et c'est tout ce que je peux dire, et c'est tout ce que, que je ferai comme action dans mon quotidien et dans ma réalité. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation et à plus.